La pierre de lune, partie 6, chapitre 22. J'eus le loisir, après le départ de ma maîtresse, de m'occuper du sergent Cuff. Je le trouvais assis bien à l'aise dans un coin du hall, consultant son agenda et retroussant malicieusement les coins de sa bouche. « Vous prenez quelques notes sur l'affaire ?» dis-je. « Non, » répondit-il. « Je regarde quel est mon plus prochain engagement. » « Oh, fis-je, vous regardez donc le vôtre ici comme terminé ?»« Je crois, Lady Verinder, » répondit le sergent, « une des femmes les plus habiles de l'Angleterre. Je crois aussi qu'une rose est plus agréable à contempler qu'un diamant. Où est le jardinier, monsieur Betteredge ?» Il n'y eut pas moyen d'en tirer un seul mot de plus à propos de la pierre de lune. Il semblait ne plus porter le moindre intérêt à l'enquête, et il persista à ne s'occuper que du jardinier. Une heure après, je les entendis d'air chef disputer à haute voix dans la serre et sur l'éternel sujet de l'églantier. J'eus ensuite à demander à M. Franklin s'il comptait toujours nous quitter par le train de l'après-midi. Après qu'il eut appris les détails et le résultat de la conférence tenue chez Milady, il se décida à attendre les nouvelles de Freising Hall. Ce changement de projet, si simple et sans importance, pour tout autre, tourna tout différemment pour M. Franklin. Il eut pour effet de le laisser incertain, inoccupé, et avec tout le loisir imaginable pour aider ces billevesées étrangères à ressortir de son cerveau comme feraient des rats cherchant à s'échapper d'un sac. Tour à tour anglo-italien, anglo-allemand et anglo-français, il ne fit qu'entrer dans chaque pièce et en sortir, sans parler d'autre chose que des procédés de Miss Rachel envers lui et sans avoir personne autre que moi à qui il pût s'adresser. C'est ainsi, par exemple, que je le trouvais dans la bibliothèque. Il était assis sous une carte de l'Italie moderne et s'étendait sur le détail de ses chagrins, seul moyen qu'il eût imaginé d'y remédier. « Je me sens plein d'aspirations généreuses, Betteredge. Mais qu'en ferais-je maintenant ? Bien des qualités dorment au fond de moi que Rachel m'eût aidé à mettre en lumière. » Il devint si éloquent sur le chapitre de ses facultés perdues et de ses regrets à leur sujet que je ne sus où trouver dans mon imagination de quoi le consoler, jusqu'au moment où j'eus l'heureuse inspiration de recourir à l'infaillible Robinson Crusoé. Je trottinai jusqu'à ma chambre. Quand j'en revins avec ce livre incomparable, plus personne dans la bibliothèque. Je dus me contenter d'un tête-à-tête avec la carte de l'Italie moderne. Je cherchais M. Franklin au salon. Son mouchoir de poche oublié sur le parquet témoignait de son passage. Et la pièce vide, de sa sortie. De là, j'en vins à la salle à manger. Je m'y rencontrai avec Samuel, armé de biscuits et d'un verre de xérès, en arrêt dans le vide. Un instant auparavant, M. Franklin avait sonné à tout rompre pour demander quelques rafraîchissements, et dès qu'ils parurent grâce à l'entremise empressée de Samuel, M. Franklin s'était éclipsé, pendant que la sonnette résonnait encore. Je le trouvai enfin dans le petit salon du matin. Il était à la fenêtre et traçait avec le doigt des hiéroglyphes sur les carreaux humides. « Votre xérès vous attend, monsieur, lui dis-je. » J'aurais aussi bien pu m'adresser aux 4 murs de la chambre. Il était plongé dans ses méditations, à ne pouvoir l'en faire sortir. « Comment vous expliquez-vous la conduite de Rachel, Betteredge ?» fut toute la réponse que j'en reçus. Ne sachant que répondre à une pareille question, je tirai de ma poche Robinson Crusoé. J'étais convaincu que, si nous nous en donnions la peine, nous y trouverions l'explication demandée. Mais M. Franklin referma le livre et se lança sur le champ dans son galimatia anglo-allemand. « Pourquoi n'y pas jeter un coup d'œil ?» disait-il, comme si je m'y fusse opposé. « Pourquoi diable perdre patience, Betteredge, quand la patience seule vous fera parvenir à la vérité ? Ne m'interrompez donc pas. La conduite de Rachel est très facile à comprendre, si nous lui donnons le bénéfice du point de vue objectif d'abord, de subjectif ensuite, et de l'objectif subjectif pour conclure. Qu'en savons-nous ? Que la perte du diamant a eu lieu jeudi matin, et l'a jetée dans un état d'excitation nerveuse dont elle n'est pas encore remise.
Vous ne nierez pas le point de vue objectif jusque-là. Très bien. Alors, cessez de m'interrompre. L'état nerveux admis, comment espérer qu'elle eût agi différemment ? En argumentant de la sorte, c'est-à-dire en induisant des causes intérieures les effets extérieurs. Où arrivons-nous ? Nous arrivons au point de vue subjectif. Je vous défie de combattre le subjectif. Très bien. Alors, que s'ensuit-il ? Mon Dieu, une chose bien simple. L'aperçu objectif-subjectif. Rachel, à le bien prendre, n'est plus Rachel, mais une personne autre. Est-ce que je m'inquiète d'être maltraitée par une autre personne ? Vous êtes assez peu raisonnable, Betteredge. Cependant, c'est une chose dont il vous sera difficile de m'accuser. Enfin, à quoi aboutissent mes considérations ? À me rendre parfaitement heureux et satisfait, malgré votre maudite étroitesse d'esprit anglaise et vos préjugés. Où est mon Xérès ? Une telle confusion s'était faite dans mon cerveau que je n'étais pas bien sûr de n'avoir pas sur mes épaules la tête de M. Franklin au lieu de la mienne. Sous cette déplorable influence, je me décidai pourtant à faire 3 choses qui durent rentrer dans l'ordre objectif. Je donnai à M. Franklin son Xérès. Je me retirai chez moi et je demandai des consolations à la pipe de tabac la plus réconfortante que j'aie souvenir d'avoir fumée. N'allez pas croire toutefois que je fus quitte à si bon marché de M. Franklin. Pendant qu'il continuait son manège d'allées et venues du salon au hall, il fut attiré du côté des offices par l'odeur du tabac. Alors il se rappela soudain qu'il avait été assez simple pour renoncer à fumer afin de complaire à Miss Rachel. En un clin d'œil, il fit invasion chez moi avec son étui à cigares et repartit sur son inépuisable texte qu'il traita cette fois dans le goût français, c'est-à-dire d'une façon légère, piquante et sceptique. « Donnez-moi du feu, Betteredge. Est-il croyable qu'un aussi vieux fumeur que moi n'ait pas su découvrir qu'un étui à cigares contient un spécifique infaillible contre tous les mauvais traitements des femmes ? Suivez mon raisonnement. Je vous le prouverai en 2 mots. Vous choisissez un cigare, vous l'essayez, et vous le trouvez mauvais. Que faire en ce cas ? Le jeter et en allumer un autre. Maintenant, voici l'application du système. Vous choisissez une femme, vous l'essayez, et elle vous brise le cœur. Imbécile, traitez-la comme vous avez traité votre mauvais cigare. Mettez-la de côté et recommencez l'épreuve avec une autre. Je hochai la tête. Tout cela était très spirituel, sans nul doute, mais mon expérience ne m'avait rien appris de semblable. Du temps de feu, Mrs. Betteredge, dis-je, je fus tenté plus d'une fois d'essayer de votre philosophie, monsieur Franklin. Mais la loi est formelle. Elle vous oblige à fumer tout votre cigare, monsieur, une fois que vous l'avez choisi. Je soulignai mon observation d'un clignement d'yeux. Monsieur Franklin éclata de rire et nous fûmes aussi gais que des pinsons jusqu'à ce qu'un nouveau côté de son caractère vînt à surgir. Nous passâmes ainsi notre temps, pendant que le sergent et le jardinier disputaient sur les roses et jusqu'à l'arrivée des nouvelles de Freising Hall. La chaise revint une bonne demi-heure plus tôt que je ne l'attendais. Milady s'était décidée à rester quant à présent chez sa sœur. Le groom rapportait 2 lettres de ma maîtresse, l'une adressée à M. Franklin et l'autre à moi. J'envoyais sa lettre à M. Franklin que ses pérégrinations venaient de conduire pour la 2e fois dans la bibliothèque, et j'allais lire la mienne chez moi. Un chèque qui en tomba m'apprit, avant de l'avoir lu, que la cessation de l'enquête relative à la pierre de lune était chose décidée. Je fis prier le sergent de venir me trouver. Il arriva, l'esprit encore plein du jardinier et des églantiers, déclarant que jamais on ne tomberait sur une créature aussi entêtée que M. Begbie. Je dus le prier de mettre ses niaiseries de côté pour un moment et de donner son attention à des affaires plus sérieuses. Sur ce, il fit un effort qui lui permit d'apercevoir la lettre que je tenais. « Ah !» fit-il de son air indolent, « vous avez eu des nouvelles de Milady ? Me concerne-t-elle, monsieur Betteredge ? Vous en jugerez par vous-même, sergent. » Je lui lus donc la lettre suivante en l'accentuant de mon mieux. « Mon bon Gabriel, je vous prie de faire connaître au sergent Cuff que j'ai tenu ma promesse vis-à-vis de lui en ce qui touche Rosanna Spearman. Miss Verinder déclare sur l'honneur qu'elle n'a jamais dit un mot en particulier à Rosanna depuis que cette infortunée était entrée à mon service.
elles ne se sont pas rencontrées, même accidentellement, pendant la nuit où le diamant fut perdu, et aucune communication n'a eu lieu entre elles depuis le jeudi matin où l'alarme fut donnée dans la maison, jusqu'au samedi, jour où Miss Verinder nous quitta. Voilà donc l'affirmation qui a suivi la brusque annonce que j'ai faite à ma fille du suicide de Rosanna Spearman. Arrivé à ce point de ma lecture, je levai les yeux et je demandai au sergent Cuff ce qu'il pensait de cette partie de la lettre. « Je ne ferais que vous offenser si j'exprimais mon opinion, » répondit le sergent. « Continuez, monsieur Betteredge, » dit-il, avec la plus exaspérante résignation. « Continuez. » Quand je pense que cet homme avait l'audace de se plaindre de l'obstination de notre jardinier, la langue me démangeait pour continuer en d'autres termes que ceux employés par ma maîtresse. Cette fois-ci, pourtant, mes sentiments chrétiens prirent le dessus. Je poursuivis la lecture de la lettre. Après avoir suivi le conseil de l'officier de police dans cette première tentative faite auprès de Miss Verinder, je lui parlai ensuite de la façon que je crus la plus propre à l'émouvoir. En 2 occasions différentes, avant que ma fille quittât mon toit, je l'avais avertie qu'elle s'exposait à des soupçons de la nature la plus fâcheuse. Je lui ai dit à cette heure que mes craintes ne s'étaient que trop réalisées. Sa réponse conçue en termes aussi nets et aussi catégoriques que possible a été celle-ci. D'abord, elle ne doit d'argent à aucune créature humaine. En second lieu, le diamant n'est pas entre ses mains et n'y a pas été un seul instant, depuis qu'elle l'a serré mercredi soir dans le tiroir du meuble indien. La confiance que ma fille m'a témoignée s'est arrêtée là. Elle se renferme dans un mutisme absolu lorsqu'on lui demande de s'expliquer sur le fait de la disparition du diamant. Elle refuse avec larmes, bien que je la conjure de parler par égard pour moi. Un jour viendra où vous saurez pourquoi je reste indifférente aux soupçons et pourquoi, même avec vous, je ne me dépare point de mon silence. J'ai largement mérité la pitié de ma mère. Je n'ai rien fait pour mériter son mépris. Ce sont là les propres paroles de ma fille. Après ce qui s'est passé entre M. Cuff et moi, je crois convenable que, bien qu'il nous soit étranger, vous l'instruisiez du langage tenu par Miss Verinder. Lisez-lui donc ma lettre et remettez-lui le chèque ci inclus. En renonçant à ses services, j'ajoute que je suis pleinement convaincue de son honnêteté et de son intelligence, mais j'ai la persuasion aussi que les circonstances l'ont induit en erreur. La lettre finissait là. Avant de tendre le chèque au sergent, je lui demandai s'il avait quelque observation à faire. « Mon devoir ne me force pas, monsieur Betteredge, répondit-il, à faire des remarques sur une affaire qui ne me regarde plus. » Je lui jetai le chèque à travers la table. « Admettez-vous au moins cette partie de la lettre de Milady ?» demandai-je avec indignation. Le sergent lut le montant du papier, et ses sourcils s'élevèrent sous l'impression qu'il reçut de la libéralité de Milady. Le prix attaché à mon labeur est estimé ici trop généreusement pour que je ne cherche pas à m'acquitter. Je m'en souviendrai, monsieur Betteredge, lorsque l'occasion se présentera de ne pas l'oublier. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. « Milady a fort habilement étouffé l'affaire, pour le moment, » dit le sergent. Mais un scandale de famille comme celui-ci est de ceux qui éclatent de nouveau, alors qu'on s'y attend le moins. Nous aurons plus de besogne sur les bras, monsieur, que vous ne vous en doutez, et cela avant que la pierre de lune soit de plusieurs mois plus vieille. Si ces paroles et la manière dont il les prononça avaient un sens, voici évidemment ce qu'il voulait dire. La lettre de ma maîtresse n'avait fait que lui prouver que Miss Rachel était assez endurcie pour résister à l'appel le plus pressant qui pût lui être fait, et qu'elle trompait sa mère dans une circonstance aussi solennelle par une série d'abominables mensonges. Je ne sais comment d'autres à ma place eussent répondu au sergent. Pour moi, je lui dis sans plus de détour. « Sergent Cuff, je considère votre dernière observation comme une insulte faite à Lady Verinder et à sa fille. » Monsieur Betteredge, veuillez la considérer plutôt comme un avertissement pour vous-même, et vous serez ainsi plus près de la vérité. Si animé de colère que je fusse, l'infernale assurance avec laquelle il s'exprimait me ferma la bouche. J'allai vers la fenêtre pour me calmer. La pluie avait cessé,
Et qui vis-je dans la cour ? Le jardinier, M. Begbie, qui attendait là le moment de reprendre sa controverse avec le sergent. « Mes compliments à M. Cuff, dit le jardinier dès qu'il m'aperçut. S'il compte aller à pied à la station, je me ferai un plaisir de l'accompagner. »« Quoi » s'écria le sergent derrière moi. « N'êtes-vous donc pas encore convaincu ?»« Du diable, si je le suis le moins du monde, » répondit M. Begbie. « Alors j'irai avec vous à la station. En ce cas, nous nous rencontrerons à la grille. » J'étais, comme vous le savez, fort irrité, mais quelle colère tiendrait contre une interruption aussi comique ? Le sergent s'aperçut de mon changement d'humeur et en profita pour placer un mot opportun. « Allons, allons, dit-il, pourquoi ne pas porter sur mon opinion le même jugement que Milady ? Pourquoi ne pas dire que les circonstances ont servi à me tromper ? » Partager sur un point quelconque le sentiment de Milady, c'était une satisfaction à laquelle je ne pouvais rester indifférent, alors même qu'elle m'était offerte par un homme comme le sergent. Je repris donc mon calme ordinaire et traitai toute autre opinion que celle de Milady et la mienne sur Miss Rachel avec un souverain dédain. La seule chose que je ne pus faire fut de chasser de mon esprit la préoccupation de la pierre de lune. Mon bon sens eût dû m'avertir de laisser dormir en paix ce sujet, mais non. Les vertus qui distinguent la présente génération n'étaient pas encore inventées de mon temps. Le sergent m'avait piqué au vif, et bien que je le contemplasse avec mépris, je n'en sentais pas moins la blessure. Aussi, je ne pus avoir ni cesse ni repos que je n'eusse ramené sur le tapis la lettre de Milady. « Ma conviction est pleinement formée, sergent, lui dis-je, mais n'y faites pas attention. Allez, allez, comme s'il s'agissait de me convertir. Vous trouvez que Miss Rachel ne doit pas être crue sur sa parole, et vous dites que nous entendrons parler de nouveau de la pierre de lune. Développez votre opinion, sergent, fis-je en concluant de l'air le plus léger. Développez-la. » Au lieu de s'offenser, M. Cuff saisit ma main et la serra à me la briser. « Je prends le ciel à témoin, » dit sérieusement cet étrange personnage, « que j'entrerai dès demain en maison, monsieur Betteredge, si j'étais assez heureux pour y vivre avec vous. Dire que vous êtes aussi naïf qu'un enfant, c'est faire à ceux-ci un compliment que 9 sur 10 ne mériteraient guère. Là, ne nous disputons plus. Vous viendrez à bout de moi plus aisément que vous ne le croyez. Je ne dirai plus un seul mot sur Lady Verinder, ni sur sa fille. Je me ferai seulement prophète, et cela, pour une fois, est dans votre intérêt. Je vous ai prévenu que vous n'en aviez pas fini avec la pierre de lune. Bien. Maintenant, je vous ferai en partant 3 prédictions qui se réaliseront dans l'avenir et qui, je crois, s'imposeront à votre attention, que vous le vouliez ou non. Sans me laisser émouvoir. Continuez, lui dis-je, du même ton léger que j'avais pris auparavant. Premièrement, reprit le sergent, vous apprendrez quelque chose par le fait des Yolande, lorsque la poste aura distribué la lettre de Rosanna à Cobb's Hall lundi prochain. Ces mots produisirent sur moi l'effet d'une douche d'eau froide. La justification de Miss Rachel n'avait éclairci en rien la conduite de Rosanna. La confection du nouveau vêtement, la disparition de celui qui avait été taché, enfin, tout l'ensemble des faits suspects subsistait dans son entier. Et dire que je n'y avais plus songé, jusqu'au moment où le sergent me le rappelait ainsi. En second lieu, reprit ce dernier, vous entendrez parler des 3 Indiens. Et cela dans le voisinage, si Miss Rachel y reste. À Londres, si elle s'y rend. Comme je ne me souciais plus aucunement des 3 jongleurs et que j'étais profondément convaincu de l'innocence de ma jeune maîtresse, je pris aisément mon parti de cette seconde prophétie. Nous voici édifiés sur 2 des choses qui doivent arriver, dis-je. Voyons maintenant la 3e. En 3e et dernier lieu, dit M. Cuff, vous entendrez parler tôt ou tard du prêteur sur gage dont j'ai pris 2 fois déjà la liberté de vous entretenir. Donnez-moi votre agenda, et j'y inscrirai son nom et son adresse de façon qu'il ne puisse y avoir aucune erreur si ma prévision se réalise. Il écrivit en effet sur une feuille « Monsieur Septimus Lucker, Middlesex Place,
Lambeth, Londres. Voilà, dit-il en me montrant cette adresse, les derniers mots avec lesquels je vous importunerai au sujet de la pierre de lune. Le temps nous apprendra si j'ai tort ou raison. J'emporte, monsieur, un attachement sincère pour vous, et je crois que ce sentiment nous fait honneur à tous deux. Si nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer avant que je prenne ma retraite, j'espère qu'alors vous viendrez me voir dans une petite maison près de Londres sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Il se trouvera des allées gazonnées dans mon jardin. Vous pouvez bien y compter, monsieur Betteredge. Et quant à la rose mousseuse blanche, le diable lui-même ne ferait pas pousser la rose mousseuse blanche si vous ne la greffez pas d'abord sur l'églantier, cria une voix sous la fenêtre. Nous nous retournâmes tous deux et nous vîmes l'éternel monsieur Begbie qui, dans son ardeur de controverse, n'avait pas eu la patience d'attendre plus longtemps à la grille. Le sergent me serra la main et s'élança dans la cour plus ardent que jamais, de son côté, à la discussion. Questionnez-le au sujet de la rose mousse, lorsqu'il sera revenu, et voyez si je lui aurais laissé un seul bon argument sur lequel s'appuyer, me cria le célèbre keuf, m'interpellant par la fenêtre ouverte. Je voulus les calmer à l'aide du procédé qui m'avait déjà réussi une fois. Messieurs, fis-je, en ce qui concerne les roses mousseuses, il y a beaucoup à dire pour et contre. Bah, autant eût valu se mettre à siffler pour faire danser des pierres, selon le proverbe irlandais. Ils partirent ensemble, argumentant sans se rien céder. Au moment où je les perdis de vue, M. Begbie secouait sa tête obstinée et le sergent le tenait par le bras comme un prisonnier remis à sa garde. Eh bien, je ne pouvais me défendre d'aimer le sergent, quoique je l'eusse en grippe pendant tout ce temps-là. Expliquez-vous un peu cela. Vous allez au reste, amis lecteurs, être bientôt à l'abri de mes contradictions. Une fois que je vous aurai narré le départ de M. Franklin, l'histoire de cet étrange samedi sera complète. Il me restera à vous faire connaître certains événements qui survinrent dans le courant de la semaine suivante. Alors ma part contributive dans l'histoire du diamant sera achevée, et je passerai la plume à la personne désignée pour continuer mon travail. Si vous êtes là de me lire autant que je le suis d'écrire, quelle joie ce sera pour vous et pour moi, Seigneur, de voir arriver la fin de ce récit. Chapitre 23. J'avais fait tenir prête la chaise à poney pour le cas où M. Franklin persisterait à nous quitter cette nuit. La vue de ses bagages, qui le précédaient lui-même, m'apprit qu'il avait su pour une fois prendre, puis tenir, une résolution. « Vous êtes donc bien décidé, monsieur, lui dis-je, quand je le rencontrai dans le hall. Pourquoi ne pas laisser à Miss Rachel le bénéfice de quelques jours de plus? Pourquoi ne pas attendre ici ?» M. Franklin avait dépouillé tout vernis artificiel au moment de nous dire adieu. Au lieu de me répondre, il mit entre mes mains la lettre que Milady m'avait adressée pour lui. Elle ne contenait, en grande partie, qu'une répétition de ce que me disait la mienne. Mais quelques lignes relatives à Miss Rachel la terminaient. Si elles n'éclaircissaient rien de plus, elles expliquaient au moins la persistance de M. Franklin dans sa détermination. « Vous serez surpris, je n'en doute pas, disait sa tante, que je permette à ma fille de me tenir ainsi dans l'ignorance. Un diamant d'une valeur de 20 000 livres a été perdu, et j'ai lieu de supposer que le secret de sa disparition n'en est pas un pour Rachel, mais que l'obligation de se taire lui a été mystérieusement imposée par une ou plusieurs personnes, à moi inconnues, et dans un but que je ne puis même deviner. Peut-on concevoir que je me laisse ainsi mystifier? Oui, si l'on tient compte de l'état actuel de Rachel. Elle est en proie à une agitation nerveuse qui fait peine à voir, et je n'ose aborder le sujet de la pierre de lune avant que le temps ait eu le pouvoir de la calmer. Pour atteindre ce but, je n'ai pas hésité à renvoyer l'officier de police. Son habileté reconnue a été impuissante à pénétrer le mystère qui nous enveloppe. Un étranger ne peut plus rien pour nous. Sa présence ajoute à mes souffrances morales, et Rachel est prise de vertige à la seule mention de son nom. Mes projets sont fixés. Je compte en ce moment mener Rachel à Londres afin d'essayer ce que pourra sur elle un changement complet d'air et de vie, et aussi pour y consulter un médecin expérimenté.
puis-je espérer le plaisir de vous revoir en ville ? Mon cher Franklin, vous devez, de votre côté, imiter ma patience et attendre, comme je le fais, une occasion plus propice. Dans la triste situation d'esprit où elle se trouve, Rachel regarde encore comme une offense inouïe le concours précieux que vous nous avez prêté dans l'enquête du diamant. Involontairement, dans cette obscure affaire, vos démarches ont ajouté à ses anxiétés, car peu s'en est fallu, grâce à vous, que son secret ne fût découvert. Je ne saurais trouver une excuse pour la persistance malveillante avec laquelle elle s'ingénie à vous rendre responsable de circonstances qu'aucun de nous ne pouvait prévoir. Tout ce que je vous répète ici, c'est qu'il faut la plaindre. Et il m'en coûte de le dire. Pour un certain temps, il est préférable que Rachel ne vous voie pas. Mon dernier conseil sera celui-ci. Donnez-lui le temps de se remettre. Je rendis la lettre à M. Franklin. J'étais sincèrement affligé, car je voyais la mesure de son affection pour sa cousine, et les nouvelles que lui donnait Lady Verinder l'avaient atteint au cœur. « Vous connaissez le proverbe, monsieur, » fut tout ce que je pus lui dire. « Quand les choses vont par trop mal, il faut alors qu'elles s'améliorent, et, certes, monsieur Franklin, elles ne peuvent guère aller plus mal que maintenant. » Monsieur Franklin plia sa lettre et parut peu réconforté par le conseil que je me permettais de lui donner. « Lorsque j'arrivais ici avec cet abominable diamant, dit-il, on eût trouvé peu d'intérieurs plus heureux que celui-ci. Regardez-le actuellement. Dispersé, désuni, l'air même qu'on respire dans cette maison semble empoisonné par le soupçon et le mystère. Vous souvient-il de cette matinée au sable tremblant, lorsque nous causâmes de oncle Herncastle et de son don à Rachel? La pierre de lune a bien servi la vengeance du colonel, et par des moyens qu'il ne prévoyait guère. » Là-dessus, il me serra la main et se dirigea vers la voiture. Je le suivis. Il était triste de lui voir quitter ainsi la vieille demeure où les années les plus heureuses de sa vie s'étaient écoulées. Pénélope, toute bouleversée des événements qui se succédaient, vint lui dire adieu en pleurant. Monsieur Franklin l'embrassa et je lui fis signe qu'il avait mon assentiment. Les autres servantes de la maison se montraient, dans tous les coins, car il était un de ces hommes qui ont le don d'être aimés de toutes les femmes. J'arrêtai la chaise au dernier moment pour le prier de nous donner de ses nouvelles par une lettre. Il ne paraissait pas m'entendre, et promenait ses regards tout autour de lui comme pour dire un dernier « au revoir » à la maison et aux alentours. « Faites-nous savoir où vous irez, monsieur, » répétai-je, m'appuyant sur la voiture et tâchant de pénétrer ainsi un peu de ses projets. Monsieur Franklin enfonça brusquement son chapeau sur ses yeux. « Où j'irai ?» dit-il comme un écho. « J'irai au diable !» Le poney fit un bond, comme s'il avait horreur de ce langage peu chrétien. « Dieu vous bénisse, monsieur, partout où vous serez !» fut tout ce que j'eus le temps de dire avant qu'il disparût. Un aimable garçon, malgré ses défauts et ses excentricités. Un aimable gentleman. Il nous laissa un grand vide en quittant la maison de milady. Tout nous sembla triste et désert lorsque la nuit vint clore cette longue soirée d'été. Je ne soutins mon moral qu'à l'aide de ma pipe et de Robinson Crusoe. Les femmes, à l'exception de Pénélope, passèrent leur soirée à discuter le suicide de Rosanna. Elles étaient toutes entêtées à maintenir qu'elle avait volé le joyau et que la crainte d'être découverte l'avait poussée à se détruire. Naturellement, ma fille garda dans son fort intérieur l'opinion qu'elle s'était formée. Chose bizarre, la version de Pénélope et la justification de Miss Rachel étaient contredites par les mêmes faits. Si l'on admettait le point de vue romanesque de ma fille, on ne pouvait s'expliquer ni le voyage secret de Rosanna à Freising Hall, ni l'affaire des vêtements. Mais il n'y avait pas moyen de raisonner avec elle. Les objections glissaient sur son esprit comme des gouttes de pluie sur un manteau imperméable. La vérité est que ma fille a hérité de mon heureuse disposition à me mettre au-dessus du raisonnement. Toutefois, il faut convenir qu'en cela, elle m'a fort dépassé. Le lendemain, qui était un dimanche, la voiture fermée revint de chez M. Ablewhite. Le cocher rapportait un message pour moi et des ordres par écrit à remettre à la femme de chambre et à Pénélope. Le message était pour me prévenir que milady emmenait Miss Rachel à sa maison de Londres le lendemain, lundi.
Elle envoyait aux femmes la liste des effets nécessaires à emporter et l'heure à laquelle elles retrouveraient leur maîtresse en ville. Plusieurs autres domestiques devaient suivre. Milady avait rencontré chez Miss Rachel une telle répugnance à rentrer dans la maison après tout ce qui s'y était passé qu'elle avait pris le parti d'aller directement de Freising Hall à Londres. Quant à moi, je devais rester à la campagne jusqu'à nouvel ordre et m'occuper de divers travaux tant au dehors qu'à l'intérieur. Les domestiques restant avec moi se nourriraient eux de leur côté. Tout cela ne me rappelait que trop ce que M. Franklin me disait de notre intérieur dispersé, et servit à ramener ma pensée vers lui. Plus j'y songeais, plus je me sentais inquiet de ses projets. Aussi finis-je par écrire au valet de chambre de son père, M. Jeffco, que j'avais connu autrefois, pour le prier de me faire savoir ce que M. Franklin comptait faire en arrivant à Londres. La soirée du dimanche fut, s'il est possible, encore plus lourde à passer que celle du samedi. Nous la terminâmes de la façon louable dont des milliers de personnes l'achèvent dans nos îles britanniques, c'est-à-dire que nous sanctifiâmes le jour du repos en nous endormant d'ennui sur nos chaises. Comment le reste de la maison passa la journée du lundi, je n'en sais rien, mais je reçus, pour mon compte, une rude secousse. La première des prédictions du sergent se réalisa, et j'entendis parler des Yolande ce jour-là. J'avais embarqué Pénélope et la femme de chambre avec les bagages pour le chemin de fer, et je piétinais dans les jardins lorsque je m'entendis appeler par mon nom. En me retournant, je me trouvai face à face avec Lucie la boiteuse, la fille du pêcheur. Si on avait pu oublier sa claudication et son extrême maigreur, qui me paraît un terrible inconvénient chez une femme, cette fille possédait quelques avantages extérieurs pour des yeux masculins. Une figure brune et intelligente, la voix claire et belle, et une superbe chevelure châtain complétaient un ensemble qui n'était pas sans mérite. Quant au caractère, par exemple, il pouvait compter pour une forte part dans le côté défectueux de sa personne. « Eh bien, ma chère, lui dis-je, que me voulez-vous ?»« Où est l'homme que vous nommez Franklin Blake ?» demanda Lucie. Cette question fut accompagnée d'un regard méchant qu'elle me lança, tout en s'appuyant sur sa béquille. « Vous vous exprimez peu respectueusement sur le compte d'un gentleman, lui dis-je. Si c'est du neveu de Milady que vous parlez, vous voudrez bien l'appeler Monsieur Franklin Blake. » Elle se rapprocha d'un pas et me regarda comme si elle eût voulu me dévorer. « Monsieur Franklin Blake ?» répéta-t-elle en me parodiant. « Le meurtrier Blake serait plutôt son vrai nom. » Mon expérience de feu Mrs. Betteredge vint ici à mon aide. Lorsqu'une femme cherche à vous faire perdre patience, tournez la position et tâchez de l'exaspérer. Elles sont en général préparées à vous voir vous défendre, mais non à être attaquées. Pour arriver à ce résultat, un mot peut suffire. Je me bornai donc à regarder gracieusement Lucie la boiteuse, et je lui dis seulement « Ah, bah !» Son aimable caractère prit feu sur l'heure. Elle s'établit sur sa bonne jambe, saisit son bâton et en frappa la terre à plusieurs reprises avec fureur. « C'est un meurtrier! Un meurtrier! Il a causé la mort de Rosanna Spearman !» Et elle proférait ces cris de sa voix la plus aiguë. Quelques ouvriers qui travaillaient dans le jardin, non loin de nous, levèrent la tête. Mais à la vue de Lucie, ils surent à quoi s'en tenir de sa part et reprirent leur ouvrage. « Il est la cause de la mort de Rosanna, répétai-je. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Que vous importe ? Quel homme se souciait d'elle ? Ah, si elle les avait seulement tous jugés comme je le fais, elle serait encore en vie. Elle m'a toujours jugé son amie, pauvre fille, repris-je, et dans la mesure de mes moyens, je n'ai cessé de lui montrer de l'affection. Je prononçai ces paroles d'un ton aussi conciliant que possible, car la vérité est que je n'avais plus le cœur d'irriter cette fille par une réplique piquante. Je n'avais remarqué d'abord que son mauvais caractère. Je vis maintenant qu'elle était malheureuse, et le chagrin dans les classes inférieures rend souvent insolent. Ma réponse toucha notre boiteuse. Elle haussa la tête et l'appuya sur le haut de sa béquille. « Je l'aimais, dit-elle doucement, et elle a passé une vie misérable. Monsieur Betteredge, de vilaines gens l'avaient d'abord maltraitée, puis menée à mal, et rien n'avait pu gâter son aimable caractère. C'était celui d'un ange. Elle eût pu être heureuse avec moi.
J'avais formé le projet d'aller nous établir à Londres et d'y vivre du produit de notre aiguille, en restant unis comme deux sœurs. Cet homme est survenu, qui a tout gâté. Il l'avait ensorcelée. Ne me dites pas qu'il n'y était pour rien et qu'il l'ignorait. Il eût dû la deviner et prendre pitié d'elle. Je ne puis vivre sans lui, Lucie, et jamais il ne me donne seulement un regard. Voilà ce qu'elle me disait. Cet homme a été cruel, très cruel. J'avais beau lui répéter « Aucun homme ne vaut le chagrin que vous vous faites », elle répondait « Il y en a de dignes qu'on meurt pour eux. » Et il est de ceux-là. J'avais quelques épargnes. Mes arrangements étaient pris avec mes parents. Je voulais l'emmener pour faire cesser les humiliations qu'elle endurait ici. Nous aurions loué un petit logement à Londres et nous aurions vécu ensemble comme deux sœurs. Elle écrivait bien. Et vous savez, monsieur, qu'elle avait reçu une bonne éducation et qu'elle était adroite pour la couture. Moi aussi, j'ai été bien élevée. Je n'écris pas mal. Et quoique je manie l'aiguille moins adroitement qu'elle, nous nous serions tirés d'affaire. Hélas, que m'a-t-on remis ce matin? Une lettre d'elle, me disant qu'elle s'est lassée du poids de la vie. Cette lettre m'apporte son éternel adieu. « Où est-il » s'écria de nouveau Lucie, la figure enflammée à travers ses larmes. « Où est-il, ce gentleman dont je ne dois parler qu'avec respect? Ah, monsieur Betteredge, le jour n'est pas éloigné où les pauvres se lèveront contre les riches. Je prie Dieu qu'ils commencent leur œuvre de justice par lui. Oui, par lui. » J'avais encore un frappant exemple de ces personnes très chrétiennes qui oublient absolument leurs principes chrétiens dès que les circonstances en rendent l'application trop difficile. Le pasteur lui-même, et ce n'est pas peu dire, n'eût pu sermonner cette fille dans l'état où elle était. Tout ce que je me hasardai à faire fut de la ramener à son sujet, dans l'espoir que je recueillerais de sa bouche quelques renseignements intéressants. « Enfin, que désirez-vous de M. Franklin Blake » dis-je. « Je veux le voir. »« Est-ce pour quelque chose de particulier ?»« J'ai une lettre à lui remettre. »« De Rosanna Sperman ?»« Oui. »« Que vous avez reçue dans la vôtre ?»« Oui. » Le mystère allait-il enfin s'éclaircir ? Tout ce que je brûlais de découvrir venait-il s'offrir à moi par le fait du hasard ? Ce n'était pas impunément que j'avais vécu en contact avec le sergent Cuff. Certains symptômes me permirent de constater chez moi un nouvel accès de la fièvre de délation. « Vous ne pouvez voir M. Franklin, lui dis-je. »« Il le faut, je veux le voir. »« Il est parti pour Londres la nuit dernière. » Lucie me regarda entre les deux yeux et vit que je lui disais la vérité. Sans un mot de plus, elle tourna du côté de Cobb's Hall. « Arrêtez, lui dis-je. J'attends demain des nouvelles de M. Franklin Blake. Remettez-moi cette lettre et je la lui ferai parvenir aussitôt par la poste. » Lucie s'affermit sur sa béquille et me regarda par-dessus l'épaule. « Je dois la lui remettre en main propre et ne la confierai à nul autre. » « Dois-je lui écrire et lui répéter ce que vous venez de dire ? » « Dites-lui que je le hais et vous ne répéterez que la vérité. »« C'est bon, mais la lettre ?»« S'il veut sa lettre, il faudra qu'il revienne ici et qu'il me la demande, à moi, personnellement. » Sur ces mots, elle partit pour Cobb's Hall. La fièvre de découverte m'ôta toute dignité. Je la suivis et j'essayai de la faire parler. Tout fut inutile. J'avais le malheur d'appartenir au sexe qu'elle détestait, et cette boiteuse était ravie de me vexer. Dans le courant de la journée, je m'adressai à Mrs. Yolande. La bonne femme ne sut que pleurer, puis me recommander d'user des consolations de la bouteille hollandaise. Je trouvai le pêcheur sur la berge, mais il répondit que c'était une méchante affaire, et continua à raccommoder ses filets. Il ne me resta donc que la chance d'écrire, dès que je le pourrais, à M. Franklin Blake. Je vous laisse à penser si j'attendis avec impatience la poste du jeudi matin. Elle m'apporta 2 lettres. L'une de Pénélope, que j'eus à peine la patience de lire, m'annonçait que Milady et Miss Rachel étaient arrivées à Londres en bonne santé. L'autre, de M. Jeffco, m'informait que son jeune maître avait déjà quitté l'Angleterre. M. Franklin, une fois à Londres, avait, paraît-il, été droit à la demeure de son père.
Il arriva assez mal à propos. M. Blake père était absorbé par les affaires de la Chambre des communes, et la visite de son fils le surprit au milieu de ce passe-temps favori que l'on appelle, en termes parlementaires, la lecture d'un bill. M. Jeffco fit entrer M. Franklin dans le cabinet de son père. « Mon cher Franklin, pourquoi venez-vous me déranger ainsi ? Il y a donc quelque chose qui va mal ? » ?»« Oui, et cela concerne Rachel. J'éprouve une sérieuse inquiétude à son sujet. »« J'en suis désolé, mais il m'est impossible de vous entendre en ce moment. »« Quand pourrez-vous m'écouter ? » ?»« Mon cher garçon, je ne veux point vous tromper. Je ne serai libre de mon temps qu'à la fin de la session, pas avant. Bonne nuit. »« Bonne nuit, mon père, merci. » Telle fut leur conversation, et M. Jeffco me l'écrivit textuellement. Celle qui eut lieu en dehors de la bibliothèque fut plus courte encore. « Jeffco, voyez à quelle heure part le train correspondant à la marée de demain matin. »« À 6h40, monsieur. »« Qu'on m'éveille à 5h. »« Vous repartez pour l'étranger, monsieur ? » ?»« Je pars, Jeffco, pour tel lieu où le chemin de fer voudra me conduire. »« Faudra-t-il prévenir monsieur votre père ? » ?»« Vous le lui direz à la fin de la session. » Le lendemain matin, M. Franklin était reparti pour l'étranger. Le pays dans lequel il se rendait, personne, à commencer par lui, ne pouvait le deviner. Nous pouvions aussi bien apprendre qu'il était en Europe, en Asie ou dans toute autre partie du monde. Les chances en faveur de chacune d'elles étaient égales, d'après M. Jeffco. Ces nouvelles m'interdirent l'espoir de faire d'autres découvertes, puisqu'elles rendaient impossible la rencontre de Lucie la boiteuse et de M. Franklin. Un seul point restait acquis. Pénélope ne s'était pas trompée en prétendant qu'un amour malheureux avait poussé sa compagne au suicide. Quant à la lettre que Rosanna avait laissée pour M. Franklin, contenait-elle la confession qui avait paru plus d'une fois sur le point de s'échapper des lèvres de la pauvre fille ? Cela demeurait un secret impénétrable pour le moment. Cet écrit pouvait n'être qu'un adieu. Confidence suprême de l'étrange passion que notre housemaid éprouvait pour une personne placée au-dessus d'elle. C'était peut-être aussi un aveu où l'on eût trouvé l'explication de la conduite mystérieuse de Rosanna depuis la disparition du diamant jusqu'au jour où elle était allée chercher la mort au sable tremblant. La lettre avait été mise cachetée entre les mains de Lucie, et cachetée, elle resterait pour chacun de nous, même pour les parents de cette fille. Nous savions qu'elle avait été la confidente de Rosanna. J'essayais donc de la faire parler, mais mes efforts et ceux de bien d'autres échouèrent devant son obstination. Tantôt l'un, tantôt l'autre des domestiques, poussés par la conviction que Rosanna avait volé le diamant et l'avait caché, fouilla et refouilla tous les recoins des rochers vers lesquels on l'avait vu se diriger, mais leurs recherches restèrent vaines. Les marées montèrent et descendirent, l'été suivit son cours et l'automne vint, mais les sables qui avaient reçu la pauvre enfant gardèrent fidèlement son secret. Les 2 lettres que je reçus, celle concernant M. Franklin et celle qui m'annonçait l'arrivée de Milady et de Miss Rachel à Londres, m'étaient parvenues le mardi. Rien ne survint le mercredi, mais le jeudi m'apporta une seconde lettre de ma fille. Elle m'apprenait qu'un célèbre docteur de la capitale, consulté au sujet de Miss Rachel, avait gagné sa guinée en déclarant qu'elle avait besoin de distraction. On arrangeait donc pour elle une série de plaisirs tels qu'expositions d'horticulture, spectacles, bals, et, à la grande surprise de Milady, Miss Rachel s'y prêtait avec empressement. M. Godfrey était venu les voir. Il était toujours aussi aimable pour sa cousine, malgré la façon décourageante dont ses intentions matrimoniales avaient été accueillies le jour anniversaire de la naissance de Miss Rachel. Pénélope était désolée de la gracieuse réception qui lui avait été faite et de l'autorisation donnée par sa jeune maîtresse d'ajouter son nom à la liste des dames de charité patronnées par M. Godfrey. Elle me disait aussi que Lady Verinder paraissait triste et avait de longs entretiens avec son avoué. Suivaient quelques réflexions sur une parente pauvre, une certaine Miss Clack, dont je vous ai déjà parlé comme étant la voisine de table de M. Godfrey le soir du grand dîner, et comme goûtant fort le vin de champagne sec. Pénélope se demandait comment Miss Clack n'avait pas encore apparu, mais il ne pouvait se passer longtemps sans qu'elle s'accrochât à Milady, comme c'était sa coutume. Ma fille continuait à bavarder ainsi, à la manière des femmes qui n'ont rien de plus à cœur que de se dauber l'une l'autre.
Je ne vous aurais pas fait part de ces commérages insignifiants si je n'étais informé que vous êtes destiné à lire la prose de Miss Clack à la suite de la mienne. En ce cas, faites-moi la grâce de ne pas croire un mot de ce qu'elle vous dira si elle vous parle de votre serviteur. » Le vendredi s'écoula sans incident, sauf qu'un des chiens donna des signes de maladie. Je lui administrai une dose de sirop de nerprin et je le mis au régime d'une soupe aux légumes jusqu'à nouvel ordre. Excusez-moi de vous entretenir de si peu de choses. Je ne sais comment j'ai fait. Veuillez donc l'oublier. Je n'en ai plus pour longtemps à commettre des écarts de plumes qui offensent le goût éclairé du jour. Après tout, cette bête était un brave chien qui méritait d'être bien soigné. Les soins ne lui ont pas manqué. Le samedi, dernier jour de la semaine, sera aussi celui qui clora ma narration. La poste du matin m'apporta une surprise sous la forme d'un journal de Londres. Qui avait écrit l'adresse ? Après examen, je la reconnus pour être de la même main qui avait noté sur mon agenda le nom du prêteur sur gage, c'est-à-dire de la main du sergent Cuff. Cette découverte piqua ma curiosité et je parcourais la gazette avec assez d'impatience quand un rapport de police marqué à l'encre attira mes yeux. Je le transcris ci-dessous. Lisez-le attentivement et vous apprécierez à sa valeur la gracieuseté que le sergent m'avait faite en m'envoyant ce journal. Lambeth. Un peu avant la fin de la séance de la cour, M. Septimus Lecœur, commerçant bien connu en pierres précieuses, camées, gravures sur pierre, etc., vint demander conseil au magistrat présidant la séance. Le plaignant disait avoir été ennuyé pendant toute la journée précédente par les allures de quelques-uns de ces Indiens qui vagabondent dans les rues de Londres. Les gens dont il se plaignait étaient au nombre de 3. Après avoir été renvoyés par la police, ils étaient obstinément revenus et avaient essayé de pénétrer dans la maison sous le prétexte de demander la charité. Expulsés de la maison, on les avait retrouvés rôdant dans les dépendances. Outre l'ennui qui lui causait, M. Lecœur avait des raisons pour craindre qu'un vol ne fût prémédité à ses dépens. Sa collection contient plusieurs joyaux uniques, tant de l'art grec que de provenance orientale. La veille même, il avait été obligé de renvoyer un de ses ouvriers, sculpteur sur ivoire des plus habiles dans son métier, qu'il soupçonnait d'une tentative de vol. Cet homme a été reconnu pour être natif de l'Inde, et M. Lecœur était persuadé que des intelligences existaient entre lui et les jongleurs. Le but de ceux-ci pouvait être de créer un rassemblement dans la rue et de profiter de la confusion qui en résulterait pour s'introduire dans la maison. En réponse à une question du magistrat, M. Lecœur déclare n'avoir à fournir que des présomptions morales quant à l'intention de vol, mais il ajoute que les importunités des Indiens et leurs tentatives pour pénétrer chez lui sont des faits positifs. Le magistrat répond que si les Indiens reviennent à la charge, M. Lecœur a le droit de les traduire devant la cour qui leur appliquera les peines portées par la loi. Quant aux valeurs dont la garde inquiète le plaignant, c'est à lui de veiller de son mieux à leur sûreté. Il serait peut-être prudent de sa part de s'entendre avec la police, dont l'expérience lui suggérerait quelques moyens de précaution à prendre. M. Lecœur remercie sa grâce et se retire. Un ancien dont j'ai oublié le nom recommande à ses semblables de considérer en toute chose la fin. En me plaçant à ce point de vue, je serais bien embarrassé de mettre une conclusion au bout des pages que je viens d'écrire, si le simple énoncé des faits ne me dispensait de ce soin. Nous avons passé ensemble de surprise en surprise dans cette affaire de la pierre de lune, et nous finissons par quelque chose de plus inattendu que tout le reste, savoir l'accomplissement des 3 prédictions du sergent Cuff moins d'une semaine après qu'il me les eût faites. J'avais entendu parler le lundi des Yolande, ensuite des 3 Indiens, enfin le journal m'entretenait du prêteur sur gage, et remarquez encore que, pendant ce temps, Miss Rachel était à Londres. Vous voyez que je déduis rigoureusement les faits, même lorsqu'ils sont contraires à mes désirs. Si vous désertez ma cause pour prendre le parti du sergent, si de toutes ces coïncidences vous concluez que Miss Rachel s'entend avec M. Lecœur et que la pierre de lune est en gage chez ce dernier, je ne pourrais vraiment vous donner tort. Je vous ai amené à ce point de ma narration à travers une parfaite obscurité, et je regrette d'être obligé de vous abandonner ici avec mes meilleurs compliments en vous laissant dans cette même obscurité. Qu'est-ce qui m'y oblige ?
me dira-t-on. Et pourquoi ne pas conduire vos lecteurs qui vous ont accompagné jusqu'ici vers les régions lumineuses qui se sont ouvertes à vous-même depuis lors? Je répondrai que j'agis en vertu d'ordres reçus, et que ces mêmes ordres m'ont été donnés dans l'intérêt de la vérité. Il m'est défendu de poursuivre ma narration au-delà de ce que j'avais appris par moi-même à l'époque où je termine mon récit. Je ne dois donc pas vous instruire de ce que d'autres personnes m'ont appris, et je me borne à transcrire ici mes souvenirs personnels, les nouveaux narrateurs étant chargés à leur tour de vous mettre au courant de première main. Dans cette histoire de la pierre de lune, il s'agit avant tout de vous présenter la déposition de témoins oculaires. Je m'imagine voir un membre de la famille lisant ces pages dans 50 ans d'ici. Dieu, combien il se sentira flatté de ne rien apprendre par ouï-dire et d'être traité sous ce rapport absolument comme un juge sur son banc. Nous nous séparons donc, au moins dans le présent, après avoir voyagé longtemps ensemble, et je l'espère avec un sentiment de bienveillance mutuelle. C'est maintenant à Londres que ce diable de diamant indien fait des siennes. Il faut donc que vous l'y suiviez et que vous me laissiez dans la solitude de la campagne. Veuillez excuser les défauts de mon récit, celui d'abord de vous avoir trop souvent parlé de moi, puis, je le crains, de m'être montré trop familier. Je n'ai jamais eu que de bonnes intentions, et, comme je viens justement de finir mon dîner, je bois avec respect à votre santé et à votre bonheur un verre de l'ale fabriqué chez Milady. Puissiez-vous trouver dans ces pages le souvenir que Robinson Crusoé conserva de son séjour dans l'île déserte. Quelque chose qui vous y ait plu et qui fasse pencher la balance de vos sentiments en ma faveur, dans l'appréciation que vous ferez de mes mérites et de mes défauts. Seconde période. La découverte de la vérité. 1848-1849. Les événements racontés par divers narrateurs. Première narration, fournie par Miss Clack, nièce de feu Sir John Verinder. Chapitre 1. Je dois à mes chers parents, tous deux à cette heure dans le ciel, des habitudes d'ordre et de précoce régularité qui m'ont été inculquées dès mon bas âge. Dans ces temps heureux, on m'apprenait à avoir mes cheveux bien lisses à toutes les heures du jour et de la nuit et à plier soigneusement chacun de mes vêtements dans le même ordre, sur la même chaise au pied de mon lit, avant de me livrer au repos. Je ne me couchais qu'après avoir régulièrement noté dans mon petit journal les faits de la journée. Je répétais ensuite invariablement dans mon lit l'hymne du soir à laquelle succédait, toujours aussi uniformément, le doux sommeil de l'enfance. Plus tard, hélas, de tristes et amères méditations ont remplacé l'hymne du soir. Au lieu du doux sommeil, j'ai connu l'éveil qui accompagne les soucis. Mais, d'un autre côté, j'ai continué à bien ranger mes vêtements et à tenir mon petit journal. La première de ces habitudes me rappelle le temps de mon heureuse enfance, avant que mon père fût ruiné. La seconde, qui ne m'avait servi, jusqu'à présent surtout, qu'à discipliner la nature déchue que nous héritons tous d'Adam, vient d'acquérir subitement de l'importance pour mes humbles intérêts personnels. J'ai été mise par là en mesure de servir le caprice d'un membre opulent de notre famille, et j'ai eu le bonheur de me rendre utile, dans le sens mondain du mot, à M. Franklin Blake. Depuis longtemps, je suis laissée sans nouvelles de ceux de mes parents qui sont riches. Lorsque nous sommes pauvres et isolés, il arrive trop souvent qu'on nous néglige. Je vis maintenant par économie, dans une petite ville de la Bretagne, entourée d'un cercle d'amis anglais, qui sont des personnes graves. À l'avantage de la vie à Beaumarchais, la localité joint celui de posséder un pasteur protestant. Dans cette retraite, une île de Patmos au milieu du papisme déchaîné qui nous environne, une lettre d'Angleterre me parvient enfin, et je vois que M. Franklin se souvient tout à coup de ma chétive existence. Mon riche parent, que ne puis-je dire riche en biens spirituels, m'écrit sans essayer même de déguiser qu'il a besoin de moi. Il lui a pris la fantaisie de réveiller le déplorable scandale de la pierre de lune, et je suis requise par lui pour écrire tout ce que j'ai vu et su par moi-même à ce sujet pendant que j'étais à Londres chez ma tante Verinder. Avec l'absence de délicatesse de tous les gens riches, on m'offre une rémunération pécuniaire. Il me faudra rouvrir des blessures que le temps a à peine fermées.
Je devrais raviver mes souvenirs les plus pénibles, et tous ces sacrifices. On veut que je les considère comme suffisamment compensés par l'humiliation que m'impose le chèque de M. Blake. Ma nature est faible. L'humilité chrétienne et l'orgueil coupable se sont livrés en moi à un rude combat. Enfin, l'abnégation de moi-même a pris le dessus et m'a fait accepter mon paiement. Sans mon journal, je doute, laissez-moi, je vous en prie, le dire en termes aussi crus que possible, que j'eusse pu consciencieusement gagner mon salaire. À l'aide de mon journal, la pauvre créature mercenaire, qui pardonne à M. Blake de l'avoir insulté, méritera son paiement. Rien ne m'a échappé quand j'allais chez ma tante. Tout était noté, grâce à mes habitudes d'enfance, jour par jour, et les moindres incidents pourront être consignés ici. Mon respect sacré pour la vérité est, Dieu merci, au-dessus des considérations personnelles. Il sera facile à M. Blake de retrancher de ses pages tout ce qui ne lui semblera pas assez flatteur pour la personne qui y est le plus souvent en question. Il a acheté mon temps, mais sa fortune même ne saurait me faire vendre ma conscience. Mon journal me rappelle que, le lundi 3 août 1848, je passais par hasard devant la demeure de ma tante Verinder, dans Montagu Square. Les volets étaient ouverts. Je crus faire acte de déférence polie en frappant et en demandant des nouvelles. La personne qui répondit à mon appel m'apprit que ma tante et sa fille, je ne puis prendre sur moi de la nommer ma cousine, étaient arrivées depuis une semaine de la campagne et pensaient faire un séjour à Londres. Je leur envoyai dire que je ne voulais pas les déranger, mais que je serais heureuse de savoir si je pouvais leur être utile. La personne qui m'avait ouvert reçut mon message avec une insolence muette et me laissa tout debout dans le hall. C'était la fille d'un vieux mécréant nommé Betteredge, toléré depuis trop longtemps dans l'intérieur de ma tante. Je m'assis dans le hall en attendant la réponse. Puis, comme mon sac est toujours rempli de pieuses brochures, j'en choisis une qui se trouva providentiellement applicable à cette jeune personne. L'antichambre était sale, la chaise n'avait rien de moelleux, mais l'idée consolante que j'étais à même de rendre le bien pour le mal m'éleva au-dessus de ces mesquines considérations. Ce petit écrit faisait partie d'une série destinée à éclairer les jeunes femmes sur le péché de coquetterie. Le style en était d'une pieuse familiarité, et le titre était ainsi conçu. Un mot sur vos rubans du bonnet. Milady vous remercie infiniment, et vous demande de venir goûter avec elle demain à 2h. Je passais sur la façon dont elle remplit son message et l'effrayante hardiesse de son regard, et je remerciais cette malheureuse fille. Puis je lui dis avec un intérêt tout évangélique : « Voulez-vous bien me faire le plaisir d'accepter cette brochure ?» Elle regarda le titre. « Est-elle écrite par un homme ou par une femme, Miss ? Si c'est par une femme, je préfère ne pas la lire à cause de cela même. Si c'est un homme, je me ferai le plaisir de lui dire qu'il n'y connaît rien. » Elle me rendit le traité et ouvrit la porte. Il faut pourtant semer le bon grain quelque part. J'attendis que la porte se fût refermée sur moi, et je le glissai dans la boîte aux lettres. Lorsque j'en eus fait passer un autre à travers les barreaux de la grille d'entrée, je me sentis déchargée jusqu'à un certain point d'une lourde responsabilité vis-à-vis du prochain. Nous avions ce soir-là une réunion du comité choisi par la Société maternelle pour la transformation des vêtements. Le but de cette excellente œuvre de charité est, comme le savent toutes les personnes sérieuses, de retirer de chez les prêteurs les pantalons des pères de famille et d'empêcher le renouvellement de l'engagement de la part d'incorrigibles parents en les raccourcissant aussitôt pour les adapter à la taille de leurs innocents enfants. Je faisais partie alors du comité choisi, et je mentionne ici la société parce que mon précieux et excellent ami M. Godfrey Abelwhite était associé à notre œuvre d'utilité morale et matérielle. J'avais espéré le voir à la réunion du conseil, le lundi soir dont je parle, et le prévenir de l'arrivée de ma tante Verinder, mais j'eus le regret de constater son absence. Lorsque j'exprimai ma surprise à son sujet, mes chères sœurs du comité levèrent toute la tête de dessus les pantalons, nous avions ce soir-là une grande presse d'ouvrages, et me demandèrent avec étonnement si j'ignorais les nouvelles. J'avouai mon ignorance, et j'appris alors, pour la première fois, un événement qui forme, pour ainsi dire, le point de départ de ma narration. Le vendredi précédent, 2 gentlemen, qui occupaient des positions très différentes, avaient été victimes d'un affront dont toute la ville s'entretenait. Un de ces messieurs était M. Septimus Locker, commerçant de Lambeth,
l'autre M. Godfrey Ablewhite. Dans mon isolement actuel, je n'ai aucun journal d'où je puisse tirer le compte-rendu de cette attaque, et à l'époque où la chose se passa, il ne me fut pas donné d'entendre la bouche éloquente de M. Ablewhite en faire le récit. Je ne pourrais donc que rappeler les faits tels qu'ils me furent contés ce lundi soir, et je procéderai comme dans mon enfance, alors qu'on m'apprenait à plier mes vêtements avec ordre. Tout sera mis à sa place. Ces pages sont écrites par une pauvre et faible femme. Qui serait en droit d'exiger davantage d'une si chétive créature? La date, grâce à mes bons parents, aucun almanach ne pourrait être plus exact que je ne le suis pour les dates, était celle du vendredi 30 juin 1848. Dans la matinée de ce jour mémorable, il advint que M. Godfrey alla encaisser une traite dans une maison de banque de Lombard Street. Le nom de cette maison se trouve effacé dans mon journal, et mon respect sacré pour la vérité m'empêche de hasarder la moindre conjecture en pareille matière. L'important d'ailleurs est de savoir ce qui arriva à M. Godfrey pendant qu'il faisait ses affaires. Près de la porte, il rencontra un gentleman qu'il ne connaissait nullement et qui sortait du bureau en même temps que lui. Une contestation polie s'éleva entre ces deux messieurs pour savoir qui passerait le premier. L'étranger insista pour donner le pas à M. Godfrey, et celui-ci, après avoir échangé un salut avec l'inconnu, le quitta dans la rue. Quelle absurdité, diront peut-être les gens légers et superficiels, que de rapporter avec tant de détails un fait bien insignifiant. Oh, mes jeunes amis, pécheurs comme moi, gardez-vous de faire usage de votre pauvre et orgueilleuse raison. Soyez bien en ordre moral. Que vos bas soient aussi purs de taches que votre foi, et que votre foi resplendisse comme vos bas. Que celle-là, comme ceux-ci, soit irréprochable et en mesure de se montrer à toute heure. Mille pardons, je me suis laissé entraîner à parler selon le style de mon école du dimanche, ce qui est ici hors de saison. Tâchons de redevenir mondaines, et disons que, dans cette affaire ainsi que dans bien d'autres, des bagatelles ont amené de terribles conséquences. Après avoir ajouté que l'étranger si poli était M. Locker, de Lambeth, nous suivrons M. Godfrey chez lui à Kilburn. Un petit garçon l'y attendait, pauvrement vêtu, mais d'une physionomie intéressante et d'une apparence délicate. L'enfant tendit une lettre à M. Godfrey, ajoutant qu'elle lui avait été remise par une vieille dame qu'il ne connaissait pas et qui ne lui avait pas dit d'attendre une réponse. Ces incidents étaient fréquents dans l'existence de M. Godfrey, toute consacrée à la charité. Il laissa partir l'enfant et ouvrit sa lettre. L'écriture lui était absolument inconnue. On le priait de se rendre dans une heure à une maison de Northumberland Street, où il n'avait encore jamais eu occasion d'entrer. Le motif invoqué était de demander quelques détails à l'honorable directeur au sujet de la Société des petits vêtements, et ces renseignements étaient sollicités par une dame âgée qui comptait contribuer largement à cette œuvre de charité si elle se trouvait satisfaite des réponses qu'on lui ferait. Elle donnait son nom, ajoutant que la courte durée de son séjour à Londres l'empêchait d'accorder un terme plus long pour la visite qu'elle attendait de l'éminent philanthrope. Beaucoup de gens eussent hésité à se déranger pour se mettre à la disposition d'une personne étrangère, mais un héros chrétien n'hésite jamais là où il s'agit de faire du bien. M. Godfrey tourna donc sur le champ ses pas vers la maison indiquée. Un homme de bonne mine, quoique un peu gros, vint ouvrir la porte, et en entendant le nom de M. Godfrey, le fit entrer dans un appartement vide, situé à l'étage des salons, mais sur le derrière de la maison. Deux particularités curieuses le frappèrent dès qu'il eut pénétré dans la chambre. Une vague odeur de musc et de camphre remplissait la pièce. D'autre part, un ancien manuscrit, oriental, richement enluminé de figures et d'ornements indiens, restait exposé au regard sur une table. Il admirait le livre, et dans cette position tournait le dos aux portes battantes qui communiquaient avec le devant de la maison. Tout à coup, sans que le plus léger bruit l'eût prévenu, il se sentit saisi en arrière par le cou. Il avait eu juste le temps de voir que le bras qui l'entourait était nu et de couleur basanée, lorsque ses yeux furent bandés, sa bouche bâillonnée, et il se trouva étendu sur le tapis sans aucune défense, entre les mains de deux hommes, à ce qu'il crut deviner. Un troisième visita ses poches, et, si une dame peut employer cette expression, on fouilla toute sa personne, jusqu'à sa peau.
Ici, je placerai volontiers quelques mots sur la pieuse confiance qui a pu seule soutenir M. Godfrey dans cette alarmante situation. Mais mon estimable ami se trouvait à ce moment critique dans une de ces positions sur lesquelles la pudeur ne permet guère aux femmes d'insister. Je passerai donc ces cruels moments sous silence, et je reviens à M. Godfrey une fois cette odieuse recherche terminée. L'ouvrage avait été consommé au milieu d'un profond silence. À la fin, quelques mots s'échangèrent entre ces misérables dans une langue qu'ils ne pouvaient comprendre, mais leur accent exprimait clairement pour une oreille aussi délicate la déception et la fureur. On le souleva brusquement pour le placer sur une chaise, ayant toujours les pieds et les mains liés. Un instant après, il sentit de l'air qui venait de la porte. Il écouta et se convainquit qu'il était seul dans la pièce. Au bout de quelque temps, il entendit venir d'en bas un bruit semblable à celui que fait le frôlement d'une robe. Un cri de femme traversa cette atmosphère de crime. Un homme y répondit par une exclamation et monta l'escalier. M. Godfrey sentit que des doigts chrétiens détachaient ses liens. Débarrassé de son bandeau, il leva les yeux et découvrit avec stupéfaction, devant lui, 2 personnes à l'air respectable qui lui étaient inconnues. « Que veut dire tout cela ?» murmura-t-il faiblement. Les 2 étrangers le considérèrent à leur tour et répondirent « C'est exactement la question que nous allions vous adresser. » Une explication s'ensuivit, mais je tiens à n'omettre aucune circonstance. De l'éther et de l'eau furent apportés pour calmer les nerfs de l'excellent M. Godfrey. On ne s'expliqua qu'ensuite. Il paraît, d'après le récit des propriétaires de la maison, gens de bonne réputation, que leurs appartements du 1er et du 2e étage avaient été loués par un gentleman d'apparence fort comme il faut, celui-là même qui ouvrit la porte à M. Godfrey. Il paya le loyer d'avance, disant que les appartements étaient destinés à 3 de ses amis, grands seigneurs orientaux, qui visitaient l'Angleterre pour la première fois. Le jour où se passa la scène racontée plus haut, 2 de ces Asiatiques, accompagnés de leur ami, vinrent de grand matin s'établir dans l'appartement. Le 3e devait les rejoindre, et ils annoncèrent que leurs bagages, fort volumineux, les suivraient dans la journée, après la visite de la douane. Le 3e étranger n'était arrivé qu'un quart d'heure avant l'entrée de M. Godfrey. Il ne se passa rien d'insolite à la connaissance des propriétaires, jusqu'à ce que, dans les dernières 5 minutes, ils eussent vu les 3 orientaux avec leur estimable ami anglais quitter la maison tous ensemble et se diriger tranquillement vers le Strand. Se souvenant alors qu'ils avaient reçu un visiteur et n'ayant pas vu sortir celui-ci, la femme avait trouvé étrange que ce gentleman eût été laissé seul. Après un court colloque avec son mari, elle avait cru nécessaire de s'assurer que rien d'extraordinaire ne s'était passé. Nous avons vu ce qui en était résulté, et ainsi se termina l'explication des propriétaires. On fit à la suite de cela une investigation dans la chambre. On y trouva les effets de M. Godfrey dispersés dans tous les sens. Lorsqu'on rassembla les objets, il n'en manquait pourtant aucun. Sa montre, sa chaîne, l'argent, les clés, le mouchoir, l'agenda et les papiers divers avaient été minutieusement examinés, mais gisaient là sans que rien fût endommagé, à la disposition de leur possesseur. Rien d'appartenant à la maison n'avait non plus été soustrait. Les seigneurs orientaux n'avaient déménagé que leurs manuscrits. Que pouvait signifier cette aventure ? En se plaçant au point de vue mondain, il semble que M. Godfrey ait été la victime de quelque malentendu incompréhensible commis par des gens inconnus. Une ténébreuse conspiration existait au milieu de nous. Notre cher et innocent ami avait été pris dans son réseau. Lorsque le héros chrétien, vainqueur de tant de luttes spirituelles, tombait dans le piège qu'une méprise lui a tendu, quel avertissement pour chacun de nous de veiller sans cesse et de prier. Que de raisons de craindre que nos mauvais instincts, semblables à ces orientaux, ne viennent à fondre sur nous. Je pourrais écrire des pages sur ce seul thème, mais, hélas, il ne m'est pas permis de travailler à l'amélioration de mes lecteurs. Je suis condamnée à poursuivre ma narration. La traite de mon riche parent, qui joue désormais dans mon existence le rôle de l'épée de Damoclès, est sous mes yeux pour me dire de continuer ma tâche. Nous laisserons M. Godfrey dans Northumberland Street et nous suivrons M. Locker pendant le reste de la journée. Après avoir quitté la banque, M. Locker s'était rendu dans divers quartiers de Londres pour ses affaires.
En rentrant chez lui, il trouva organisée la même manœuvre qui avait réussi avec M. Godfrey. L'enfant, la lettre d'une écriture inconnue, mais à la seule différence près que le nom indiqué était celui d'un des clients de M. Locker. Son correspondant, écrivant à la troisième personne, sans doute par la main d'un secrétaire, lui annonçait qu'il était arrivé inopinément à Londres. Il venait, disait-il, de s'installer dans un logement d'Alfred Place, Tottenham Court Road, et il désirait voir tout de suite M. Locker au sujet d'une importante acquisition qu'il voulait faire. Ce gentleman, amateur passionné d'antiquités orientales, contribuait largement depuis plusieurs années à la prospérité de l'établissement de Lambeth. Ah, quand renoncerons-nous au culte de maman ? M. Locker prit un cab et se rendit chez son riche client. Ce qui s'était passé à Northumberland Street pour M. Godfrey se répéta exactement à Alfred Place pour M. Locker. Même domestique respectable introduisant le visiteur dans le salon situé sur le derrière de la maison, même manuscrit indien exposé au regard. Bref, rien ne manqua à cette nouvelle scène pour ressembler à la première. Ni l'apparition des inconnus à la peau bistrée, ni le bandeau, ni le bâillon, ni enfin les perquisitions minutieuses pratiquées sur la personne du patient. M. Locker, il est vrai, ne fut pas délivré aussi vite que l'avait été M. Godfrey, mais les gens de la maison qui vinrent le dégager de ses liens lui firent un récit parfaitement identique à celui qu'avaient fait les propriétaires de Northumberland Street. Les deux guet-apens avaient été conçus et perpétrés absolument de la même façon, sauf un point. Lorsque M. Locker passa en revue les objets à lui appartenant, dont le tapis était jonché, il constata que sa montre et sa bourse étaient intactes, mais moins heureux que M. Godfrey, il ne retrouva point un des papiers qu'il portait sur lui. Ce papier était le reçu d'un objet de grand prix qu'il avait déposé peu de jours auparavant chez ses banquiers. Du reste, l'écrit en question devenait inutile au voleur, car les termes spécifiaient que l'objet ne serait remis comme impropre à son possesseur. Sitôt qu'il se fut vêtu, M. Locker courut à la banque, espérant peut-être que les voleurs, peu au fait de cette clause, se seraient présentés pour essayer d'obtenir la remise de l'objet. Personne ne les avait vus, et on n'en entendit jamais parler depuis. Les banquiers furent d'avis que l'ami anglais avait sans doute pris connaissance de l'écrit et les avait prévenus de l'inutilité de leur démarche. La police fut mise au courant de ces deux actes incroyables et déploya la plus grande activité dans ses recherches. Son opinion fut qu'un vol avait été organisé avec des données que l'événement prouva être incomplètes. Sans doute, les voleurs soupçonnaient que M. Locker avait confié son précieux joyau à une tierce personne, et la politesse de M. Godfrey lui avait été fatale, car la mésaventure de notre ami venait de ce qu'on l'avait vu parler au prêteur sur gage à la sortie de la banque. S'il n'assistait pas à notre réunion du lundi soir, c'est que sa présence était exigée ailleurs par une consultation des magistrats. Maintenant que j'ai donné ces explications, je puis commencer le récit moins romanesque de ce que j'ai observé personnellement dans la maison de Montagu Street. Je me rendis ponctuellement le mardi à l'heure du goûter. En me reportant à mon journal, je vois que cette journée a été remplie d'incidents heureux et malheureux. Il y a là matière à beaucoup de pieux regrets, comme à beaucoup de dévotes actions de grâce. Ma chère tante Verinder me reçut avec son affabilité et sa bienveillance habituelle, mais je remarquai presque immédiatement que quelque chose allait mal dans la maison. Des regards inquiets échappaient à ma tante et se dirigeaient vers sa fille. Je ne puis jamais voir Rachel sans être surprise qu'une personne aussi insignifiante soit la fille de gens aussi distingués que Sir John et Lady Verinder. Cette fois, non seulement j'éprouvai le même désappointement, mais elle me choqua. L'absence de toute retenue, de toute réserve dans son langage et ses manières était pénible à voir. Une excitation fiévreuse rendait son rire bruyant à l'excès, et son appétit se ressentait de cette fâcheuse disposition, au point de gaspiller tout le lunch de la façon la plus coupable. Je plaignis profondément sa pauvre mère, même avant qu'elle m'eût avoué en confidence toutes les tristesses de sa situation. Le goûter achevé, ma tante dit « Rappelez-vous, Rachel, que le docteur vous a recommandé de prendre un peu de repos après vos repas. »« Je vais aller dans la bibliothèque, maman, » répondit-elle. « Mais si Godfrey vient, n'oubliez pas de me le faire dire. Je meurs d'envie d'apprendre par lui les détails de son aventure. »
Elle baisa sa mère sur le front et me jeta négligemment un « Adieu, claque ». Son insolence n'éveilla aucun sentiment de colère chez moi. Je me bornai à en prendre note afin de prier pour elle. Lorsqu'on nous eut laissés seuls, ma tante me raconta toute l'affreuse histoire du diamant indien, que je suis heureuse de n'avoir pas à répéter ici. Elle ne me cacha pas qu'elle eût préféré garder le silence à ce sujet, mais ses domestiques savaient tous la perte de la pierre de lune. Quelques détails avaient déjà été mis dans les journaux. Enfin, les étrangers se demandaient s'il n'y avait pas quelque rapport entre les événements survenus à la maison de campagne de Lady Verinder et ceux qui avaient eu pour théâtre Northumberland Street et Alfred Place. Le silence était donc impossible, et la franchise devenait une nécessité encore plus qu'une vertu. Plusieurs, à ce récit, eussent été confondus de surprise. Pour ma part, connaissant de longue date l'esprit rebelle de Rachel, j'étais préparée à tout ce que ma tante eût pu m'apprendre sur sa fille. Elle serait partie de là pour arriver jusqu'au meurtre, que je me serais toujours répété, résultat naturel, hélas. Résultat tout naturel. Ce qui me froissait le plus, c'était l'attitude prise par ma tante dans cette occasion. Certes, c'était le cas ou jamais de recourir à un ministre de Dieu, et Lady Verinder n'avait songé qu'à un médecin. Toute la jeunesse de ma tante s'était passée dans la maison d'un père impie. Encore une conséquence inévitable. Les médecins recommandent à Rachel beaucoup d'exercices et de distractions et m'engagent surtout à ne pas laisser son imagination revenir sur ce pénible passé, me dit Lady Verinder. Oh, quel conseil de païen, pensai-je. Donner des avis aussi impies, et cela dans une contrée chrétienne. Hélas, hélas. Ma tante poursuivit. Je fais de mon mieux pour exécuter l'ordonnance. Mais cette étrange aventure de Godfrey survient on ne peut plus mal à propos. Rachel a été agitée, surexcitée, depuis que nous en avons reçu la première nouvelle. Elle ne m'a laissé ni cesse ni repos jusqu'à ce que j'ai écrit à mon neveu de venir nous voir ici. Elle s'intéresse même à l'autre personne qui a été maltraitée de la même façon, Monsieur Lecœur, je crois, bien que cet homme lui soit naturellement étranger. Votre expérience du monde, chère tante, est supérieure à la mienne, objectai-je timidement. Mais il faut évidemment un motif bien puissant pour amener une pareille conduite de la part de Rachel. Elle cache à vous et aux autres un mystère coupable. N'y aurait-il rien dans cette récente aventure qui pût menacer son secret d'être découvert ? Découvert ? Répéta ma tante. Qu'entendez-vous donc par là ? Découvert par Monsieur Lecœur ? Par mon neveu ? Par qui, enfin ? Comme elle achevait ces mots, la Providence voulait que la porte s'ouvrît pour laisser entrer M. Godfrey Ablewhite.